Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Accident de bus à Ain Sefara, le ministre de la Santé s'est rendu à Naama pour s'enquérir de l'état de santé des blessés. L'opération de retrait des bus de plus de 30 ans a été lancée dans le but de renouveler le parc des autocars. Toujours dans le secteur de la sécurité routière, le fait de se prémunir d'équipements sécuritaires automobiles devient obligatoire sous peine de payer une amende de 4000 dinars. La visite de travail du ministre des Travaux publics dans le cadre du projet de la ligne ferroviaire minière Est se poursuit. Le ministre Abdelkader Djelaoui est à Tbessa. À l'international, rencontre prévue entre l'émissaire américain Kouchner et le premier ministre de l'entité sioniste dans le but de sortir de l'impasse et débloquer la deuxième phase du plan américain. 49 ans, culture, 49 ans depuis la disparition de l'éminent poète algérien Moufdi Zakaria. L'anniversaire de sa disparition représente la journée nationale de la poésie, on y reviendra dans ce journal. Et puis sport, football, le retour des guerrières, des joueuses de l'équipe nationale, les Vertes seront accueillies ce soir à l'aéroport international Houari Boumediene. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Avant d'entamer ces titres, retour sur la signature du décret présidentiel par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, un décret mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la Communication, Lies Bourich. Sur les routes, l'hécatombe se poursuit. La des accidents faisant état de 4 morts et 262 blessés. Parmi ces accidents, celui du bus renversé hier à Ain Sefara. Le ministre de la Santé, Mohamed Siddiq Aït Msoudan, s'est rendu à Naama ce matin afin de s'enquérir de l'état de santé des blessés et de leur garantir une prise en charge optimale. C'est dans ce contexte et sur décision directe du président de la République que le parc national fait peau neuve. L'opération de renouvellement des bus de transport vieux de 30 ans a été lancée sur le territoire national, notamment à Bouira. Les détails avec notre correspondant sur place. Le retrait des bus âgés de plus de 30 ans de la circulation est une initiative saluée par les transporteurs. Azizi Boualem, président du syndicat des transporteurs de Bouira. C'est une louable initiative. Le renouvellement du parc de bus décidé par le président de la République prévoit une aide financière de l'État couvrant 20% du prix d'acquisition du nouveau véhicule. L'apport personnel du transporteur est de 10%, le reste étant financé par des crédits bancaires sur une période allant jusqu'à 10 ans. Le prix du bus varie entre 1 milliard et 1 milliard 350 millions. Le retrait de ces bus a entraîné un déficit de transport dans certaines localités. Pour y remédier, la direction des transports a redéployé des bus d'autres lignes vers les zones les plus touchées. La direction des transports a pris des dispositions concernant les localités où les bus ont été retirés. Elle a redéployé des bus ramenés d'autres lignes afin de remédier au déficit, car durant cette période de congé, le trafic a diminué. Certes, cette mesure a permis de répondre temporairement aux problèmes, mais la rentrée sociale approche et les bus reprendront leur ligne d'origine. Les citoyens risquent alors de se retrouver à nouveau sans moyen de transport. Nous sollicitons donc la direction ainsi que le ministère des Transports afin qu'ils agissent au plus vite et facilitent aux transporteurs l'acquisition de nouveaux bus. Les bus retirés de la circulation sont destinés à la récupération. Seuls la coque et le châssis des véhicules sont exigés. Bouira Aris Sochoua, Alger Chaîne 3. Des mesures visant à garantir la sécurité routière, une sécurité routière qui à présent impose aux automobilistes de se prémunir d'équipements sécuritaires sous peine de payer une amende de 4000 dinars. Gilets fluorescents, extincteurs et triangles de signalisation désormais obligatoires. C'est un sujet signé Sarah Hafarsas. Pour renforcer la sécurité des automobilistes, le Code de la route impose certains équipements à bord des véhicules, une mesure qui prévoit des amendes forfaitaires en cas de non-respect. Zouaoui Rabah, chef du bureau de la communication à la DGSL. Il s'agit d'un ensemble d'équipements obligatoires qui garantit la sécurité routière, notamment le triangle de signalisation, le gilet réfléchissant et l'extincteur. Tous les véhicules sont tenus de disposer de l'ensemble de ces équipements. Leur présence est obligatoire pour assurer la sécurité. En cas d'absence de ces équipements, le propriétaire s'expose à une contravention de deuxième degré dont le montant s'élève à 4000 dinars. Une mesure que certains citoyens découvrent, tandis que d'autres l'ont déjà adoptée. Je suis au courant de cette loi et j'ai tous les équipements nécessaires dans mon véhicule. Tous les conducteurs devraient les avoir. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Je ne savais pas si c'était vraiment une
nouvelle mesure ou simplement une fake news. C'est une bonne chose. Ces équipements peuvent nous protéger. هاد لا لوا مليحه كاد اكسيدون كيكونوا عند لي زيكيبمون موجودين ما يقدر الانسان يسلك او كا دورجونس. Face au danger de la route, avoir ces équipements est devenu indispensable pour chaque conducteur. Ils permettent d'agir rapidement et contribuent à préserver la vie et la sécurité de chacun. Sans transition après Annaba et Sougaharas, cap aujourd'hui sur Tbessa. Le ministre des Travaux publics poursuit sa visite d'inspection, une visite qui s'inscrit dans le cadre du projet de la ligne ferroviaire minière Est. Bachir Derbassi, notre correspondant sur place, nous donne plus de détails. اليد العامله الجزائريه وكذلك حتى التصنيع تاع هذا الماتيريال هذا سي الجيريان سوف في لا ماتيير بروميير مي لو ريست تو تي الجيريان صابتا وهذا لوزين تاع بجايه اللي استرجعتها الدوله واستعملتها وصاي ونا تيرميني لي 43 كيلومتر سي لو كونتورنمون تاع لا فيل الي تيرمين فوالا سكي ريست 43 كيلومتر والبارح 30 كيلومتر 20 سبتمبر تخلص 30 كيلومتر تاع لا ديفياسيون اللي موجوده في سوق راس. C'était donc le ministre des Travaux publics, Abdelkader Djelaoui, qui était au micro de Bachir Derbassi. Cette ligne ferroviaire minière Est qui représente le cordon ombilical, pour ainsi dire la colonne vertébrale logistique du méga-projet de phosphate intégré, un projet dont on aurait parfois tendance à oublier l'importance. Alors, qu'est-ce que le phosphate intégré et que peut-on en tirer, en déduire? La réponse avec vous, Hamed Belkacem, bonjour. Bonjour, alors par PPI on entend projet de phosphate intégré. La question du jour est simple. Qui intègre quoi et où? À la source, Bled El Hadba, où il y a l'extraction minière du phosphate brut destiné à être concentré. Deuxième étape, Oued Kibrit, là où se déroule la transformation chimique qui combine les flux pour fabriquer des engrais phosphatés et azotés. Ces deux étapes sont nulles et non avenues sans l'apport du gaz naturel. Le phosphate, l'ammoniac et l'urée sont des composants chimiques essentiels à la production d'engrais. Et lorsque l'on parle de l'après-hydrocarbures, de production minière, il faut intégrer de manière symbiotique le gaz naturel au phosphate pour produire des engrais phosphatés, azotés, de l'urée et de l'ammoniac. Dans le pays le plus vaste d'Afrique, produire ces propres engrais, c'est mettre le cap sur le développement durable de la sécurité alimentaire. Et si, au passage, chemin de fer et quais minéraliers peuvent générer des devises pour développer d'autres secteurs, c'est la cerise azotée sur un phosphate intégré à la souveraineté bien nationale et ancré dans son prolongement bien africain. Merci Hamed Belkacem. Pour Alger, le développement constitue un facteur de stabilité, de paix et de sécurité, une vision qui dépasse la seule dimension économique pour intégrer l'ensemble des facteurs, des leviers et des acteurs susceptibles de renforcer le dialogue, le partage et la solidarité entre les peuples. Hanan Seissi. Le développement durable en Afrique, c'est dans cette perspective que s'inscrit d'ailleurs la participation des représentants de la société civile algérienne au récent Forum social mondial à Cotonou, la capitale du Bénin. Une participation qui prolonge donc la dimension de la coopération algéro-africaine, dialogue entre les sociétés, échange des expériences, mais aussi transfert d'expertise en matière d'action de la société civile, où les acteurs associatifs ont porté la préoccupation ou les préoccupations qui rejoignent les grands enjeux défendus par l'Algérie, nous dit Nadia Eizaï, présidente du CIDEF. Cet espace d'échange et de réflexion d'idées doit se transformer en actions concrètes, puisque nous avons été là pour échanger nos expériences en tant que société civile, et c'est comme ça que sont nées maintenant des relations entre les associations, sachant que notre État investit de manière considérable dans l'Afrique, surtout aussi en termes d'aide au développement des peuples pour ces pays d'Afrique qui attendent beaucoup de l'Algérie. Le forum qui a été un espace également marqué par la convergence des points de vue de la société civile africaine, notamment sur le droit des peuples à l'autodétermination comme levier essentiel pour le développement durable, nous dit Nadia Eizaï.
Ce forum qui s'est tenu a réussi à mettre en avant l'autonomisation des femmes, le rôle des femmes. Et effectivement, un pays ne peut être indépendant économiquement que s'il recouvre ces terres. Et c'est comme ça qu'aussi, parmi les conclusions, il a été rappelé les causes justes pour lesquelles les deux pays encore que sont la Palestine et le Sahraoui attendent d'être indépendants, d'arriver vers leur autodétermination pour effectivement arriver à ce monde juste. Une convergence, vous l'aurez entendu, placée sous le signe un monde plus juste. En plus de l'action économique et énergétique, l'Algérie inscrit sa présence en Afrique dans une approche globale, contribuer au développement, renforcer les capacités et favoriser le dialogue entre les peuples comme levier de paix et de sécurité. Merci Hanan. Dans le secteur des hydrocarbures, un pas de plus a été effectué sur la voie de l'écologie avec la signature aujourd'hui d'un protocole entre Sonatrach et l'ENI, protocole visant entre autres à décarboniser le secteur pétrolier et gazier, le tout en s'appuyant sur des pratiques internationales. Les détails avec Samia Alloun. Un protocole qui s'inscrit dans la continuité des travaux et des actions menées dans le cadre du mémorandum d'intention signé en 2023 entre Sonatrach et Eni dans le cadre de la coopération technologique pour la réduction des émissions. Ces opérations sont désormais réalisées de manière autonome et régulière au niveau des installations exploitées conjointement par les deux groupes. Barded Mendouche, expert en énergie. Pour répondre à la demande des pays consommateurs, notamment l'Union européenne qui avait déjà émis une directive en matière de décarbonation du gaz, également du pétrole. La Sonatrach poursuit ses efforts avec ce protocole d'accord avec l'ONU en vue de permettre de mettre en place un certain nombre de mécanismes et d'actions concrètes visant à aller dans le sens de plus grande réduction d'émissions de méthane au niveau des différents puits que possède la Sonatrach d'une part et également au niveau de l'accélération du dynamisme qui a déjà été remarqué au niveau de la Sonatrach en matière de torchage. Quelques années, la Sonatrach a été déjà félicitée par la Banque mondiale comme étant l'une des compagnies pétrolières et gazières qui a réalisé les performances les plus importantes en matière de réduction de gaz par ce qu'on appelle la réduction du torchage. La signature de ce nouveau protocole permettra de poursuivre les travaux engagés depuis 2023, mais aussi d'explorer de nouveaux domaines afin de mettre en œuvre des initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le nouveau protocole prévoit également de poursuivre les efforts en matière de captage naturel du CO2 à travers notamment la mise en œuvre d'un projet forestier. Dans l'actualité internationale, la situation reste en suspens à Gaza. L'émissaire américain Jared Kushner tente de relancer le plan de paix dans la bande, un plan de paix dont le rejet a déjà été annoncé par Benjamin Netanyahou. Le ministre de la Sécurité Itamar Ben-Gvir appelle à tuer 30 à 40 Palestiniens par jour. La question que l'on pose et qui se pose, est-ce que les États-Unis peuvent réellement débloquer la situation? Élément de réponse avec l'analyste politique Alain Corvez, il est au micro de Rabea Slimani. Les dirigeants du Hamas ont dit qu'ils n'accepteraient de rendre leurs armes que lorsque Israël aura rempli ses obligations, c'est-à-dire qu'il sera retiré de Gaza. Pour revenir à la visite de Jared, je pense qu'il n'y a aucune chance de modifier la position du gouvernement de Netanyahou et que c'est une visite qui ne fera pas avancer les choses. Le plan de paix pour Gaza, ça ne prend pas en compte les exigences que le monde entier reconnaît maintenant aux Palestiniens. C'est une question électorale pour Netanyahou, mais il se fiche pas mal de la position des États-Unis sur les élections à l'intérieur. Je pense que ça n'aura aucun effet. Ils s'arrêteront jamais dans les excès. La puissance des Juifs dans le monde est en perte de vitesse catastrophique, notamment aux États-Unis. Ils sont dans une politique de jusqu'au boutiste qui ne peut qu'aller à un échec. Israël est maintenant rejetée par la majorité des nations. Elle ne tient que parce qu'elle a encore le soutien des États-Unis. Mais Trump, il a besoin du soutien de ses citoyens. Or, les citoyens ne soutiennent plus Israël. Majoritairement, ils sont pro-palestiniens. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola devient la plus meurtrière de l'histoire du pays. 2300 morts en 3 mois. Cela dépasse largement le bilan de la grande vague de 2018-2020. Selon le journaliste Bienvenu Bakayunga, contrairement aux précédentes crises, la prise en charge a démarré 2 mois après la propagation de l'épidémie. On l'écoute, il répond depuis Kinshasa à Rabea Slimani. L'épidémie d'Ebola
en République démocratique du Congo est en phase de progression alors que les moyens sont mobilisés. Malheureusement, la zone où sévit cette épidémie, où on trouve l'épicentre, il y a une insécurité grandissante avec l'activité de plusieurs groupes armés dans cette région-là et ce qui rend difficile les opérations de riposte. Aujourd'hui, on est autour de 4000 cas confirmés et autour de 2000 décès provoqués par cette épidémie, cette 17e épidémie, qui pourrait être la plus meurtrière enregistrée en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, selon plusieurs observateurs, la prise en charge de l'épidémie s'est effectuée plus ou moins 2 ou 3 mois après que la maladie se serait propagée. Cette progression de la maladie a déjà atteint 4 provinces. Du côté de la frontière avec l'Ouganda, du Soudan du Sud, toutes les dispositions ont été prises pour stopper la propagation. Dans le convoi de ce journal, arrêtons-nous à présent au Quai de la Culture, la 9e édition du Festival culturel international L'été en musique qui se poursuit jusqu'au 21 août. La promenade des Sablettes est transformée en un carrefour vibrant où résonnent les mélodies du monde et l'âme de l'Algérie, un événement où l'africo-mandingue est à l'honneur, un sujet signé Sid Ali Fares. La scène s'est illuminée hier sous la générosité des sonorités sénégalaises avec Papi Art et Taranga Groove, le partage et la puissance des rythmes ouest-africains qui dialoguent sous le soleil d'Alger. Le chanteur Papi Art. À part la musique, on est des amis, on est toujours ensemble. C'est l'afro-mandingue. Quand on entend afro, ça veut dire Afrique. Le mandingue, c'est une langue mandingue du sud, Mali, Casamance, du Sénégal. On parle du monde, on parle de la vie, la paix, on parle de la sincérité, l'hospitalité et tout. Tous nos thèmes, c'est ça. On sensibilise en fait. Et ça vous fait quoi d'être ici en Algérie? Je suis content. C'est une première pour moi et ça ne sera pas la dernière. Ça, c'est sûr et certain. Le public est venu en force pour apprécier la soirée. C'est familial, il y a du bon monde, la hibark. J'aime bien les soirées. Une ambiance festive, c'est très familial. Je trouve que c'est assez bien organisé, ça va. On devrait faire plus d'événements comme ça. C'est très bien et surtout c'est familial. Ce soir, pour porter cette magnifique communion entre les rives, la soirée s'annonce mémorable avec l'énergie d'Amin Babylone et la puissance groove de Rai Roots. En ce 17 août 2026, cela fait 49 ans que l'éminent poète Moufdi Zakaria a disparu, un événement qui représente, une date qui représente également la Journée nationale de la poésie. La Journée nationale de la poésie, un sujet signé Mahfoud Karkar. Le 17 août est une date pour commémorer le décès du poète de la révolution algérienne Moufdi Zakaria. Ahmed Bezmlel, président du bureau de la fondation Moufdi Zakaria à Gherdaya. Son combat était plutôt littéraire. Son combat primordial, l'indépendance, l'unité nationale. Malgré ses nombreuses années de prison, il n'a pas délaissé sa famille. Il la suivait de loin. Il veillait sur l'éducation de ses enfants. La majeure partie de sa vie, il l'a passée entre les prisons d'Algérie, où il a été interné au moins 7 fois. L'hymne national Qassaman et l'Iliade les plus célèbres parmi les chefs-d'œuvre de Moufdi Zakaria. Moufdi Zakaria est un des symboles de l'indépendance de l'Algérie. Son cœur, c'était l'Algérie. Il a 5 recueils de poèmes, toujours sur le combat libérateur, en plus de l'hymne national. Ceux qui veulent connaître l'histoire de l'Algérie depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, il n'a qu'à parcourir l'Iliade algérienne. بشعر نرتله كالصلاة تسابيح من حنايا الجزائر. En ce 49e anniversaire de la Journée nationale du poète, le secteur de la culture et des arts a programmé un événement pour honorer quelques poètes locaux. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger Chaîne 3. Midi 48 minutes sur Alger Chaîne 3, place à présent au sport avec vous. Jafar Meddour, bonjour. Bonjour Shamsuddin. Alors, sport, une triste nouvelle, nous entamons la page sportive avec une triste nouvelle, l'athlétisme et le sport algérien qui sont en deuil. Mahmoud Zerouri, entraîneur de saut en hauteur, qui nous a quittés. Absolument, il nous a quittés malheureusement hier. Il a été l'entraîneur notamment d'Abdelrahman Hamed, l'actuel président du comité olympique, et plus de détails avec Malik Louhala.
L'athlétisme algérien vient de perdre l'un de ses enfants les plus dévoués. Mohamed Zarrouki, le seul entraîneur algérien à avoir décroché une médaille olympique dans une épreuve technique, nous a quittés dimanche soir. Entraîneur de haut niveau, technicien aguerri et formateur, Mohamed Zarrouki a accompagné des générations d'athlètes, à l'instar de l'actuel président du comité olympique algérien Abdelrahman Hamed, avec lequel ils ont pu décrocher ensemble la médaille de bronze du 100 hauteur des Olympiades de Sydney 2000, ce qui a constitué le sommet d'une carrière professionnelle jonchée de succès. On citera également des athlètes comme Hicham Bouhannoun, champion d'Afrique du 100 hauteur, Jawed Ben Hassine ou bien Yassine Mousli, pour ne citer que cela. Il a été également dirigeant au Mouloudia d'Alger ainsi que professeur à l'ISTS. Je présente en mon nom et au nom de la chaîne 3 toutes nos sincères condoléances à la famille de Mohamed Zarrouki, en priant le Tout-Puissant de lui accorder miséricorde. Allah yarahmou. Toutes nos condoléances donc, comme l'a si bien dit Malik Louhla, à la famille de Mohamed Zarrouki. Donc football, pour être rapide, eh bien, la sélection nationale féminine après sa 3e place est attendue ce soir à l'aéroport d'Alger à 19h30. Et en volleyball, on vient d'apprendre que le championnat d'Afrique des Nations qui devait se dérouler en République démocratique du Congo sera finalement transféré en Tunisie. Et ça arrange notre équipe, comme nous l'a dit le président de la fédération, M. Mohamed Tabradataza. C'est clair que c'est un point positif pour nous. Déjà sur le plan financier, c'est du simple au triple. Déjà sur le plan financier, nous avons déjà des accords avec la fédération tunisienne sur certains points, sur l'hébergement, la restauration et tout, qu'on va bien sûr utiliser pour économiser de l'argent. Bien évidemment, nous allons bénéficier de notre climat, du climat algérien en Tunisie. C'est un pays ami, frontalier à l'Algérie, donc c'est très intéressant pour nous. Nous avons tout à gagner. Et bien évidemment, les raisons de ce transfert est due à l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Merci Jafar Meddour, merci pour ce moment de sport et d'information. C'est avec cette information, cette page sportive que nous clôturons ce journal. Merci de l'avoir écouté. Un journal réalisé par Lina Wanouk, Erdogan Siassi, Khaled était à la console technique, Shiraz au streaming et Nesserine à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo présentée par Anissa Bahriz. Très bonne écoute sur Alger Chaîne 3.